Chapitre 9. Shambhala. Une fois installés dans le vaisseau, Ami nous a dit qu'il avait autre chose à nous montrer, avant de nous laisser à notre maison de plage, et que ce serait la chose la plus importante que nous ayons connue jusqu'ici, au cours de tous les voyages. Je pensais que nous allions aller dans un monde différent. C'est pourquoi, quand ma planète bleue est apparue immense derrière les ouvertures, j'ai dit « Mais c'est la Terre, Ami !»« Bien sûr, il y a là-bas ce que je veux vous montrer. » Ah, sûrement que ça va pas être très nouveau. Tu as dit vouloir nous montrer une civilisation qui vit sous les eaux. Il s'agit de ça? Non, mais quand nous retournerons sur Kia pour envoyer le manuscrit de Vinca, nous pourrons visiter l'une d'entre elles, et pas justement sur Terre. Et nous pourrons aussi aller voir une planète artificielle. Et si vous... Mais pourquoi fabrique-t-il des planètes artificielles? L'a interrompi Vinca. Parce que tout soleil arrive à son moment d'extinction, entre guillemets, et il explose, carbonisant toutes ces planètes. Et avant que cela n'arrive, les habitants de ce système solaire doivent être évacués en masse. Pour cela, des planètes artificielles sont construites. Elles peuvent être dirigées comme si elles étaient d'énormes vaisseaux pour être placées en orbite autour d'un autre soleil. Mais nous verrons ça plus tard. Et si vous voulez, nous pourrions y jeter un coup d'œil. Mais ce que vous allez voir est plus important pour vous. Il fit descendre le vaisseau et nous avons commencé à voler au-dessus de l'Himalaya, puis à plonger en piqué directement vers ces montagnes à une vitesse impressionnante. J'ai compris que, comme dans le cas de Shaya Salim et Exis, nous allions traverser la matière solide pour entrer, donc je n'ai pas eu peur. Mais Vinca, oui, comme toujours. Et elle a fermé les yeux quand il semblait que le choc était inévitable. Je ne l'ai pas fait, parce que je savais déjà que rien ne se passerait, et surtout parce que je voulais savoir ce qui se verrait derrière la paroi quand nous pénétrions dans le rocher. Rien, quelque chose de noir, qui durait une fraction de seconde, et ensuite une grande clarté. « Nous sommes de nouveau en territoire civilisé, les enfants », dit Ami joyeusement. Je m'attendais à voir quelque chose de ressemblant à Shaya Salim ou Exis, mais non, c'était complètement différent. Les endroits précédents me donnaient l'impression d'être des villes modernes, alors qu'ici, je pensais avoir atteint un territoire cérémoniel, ou quelque chose comme ça, car derrière le cristal des baies, apparaissait une ville blanche, de petits bâtiments pour la plupart semi-circulaires, à l'exception d'une grande construction en forme de sphère et également blanche qui se détachait, imposante et belle au centre de la ville. Il n'y avait pas d'autre construction majeure. Cette sphère éclatante était soutenue par 4 bras ou supports légèrement incurvés qui la maintenaient par son équateur et reposait également sur le sol de sa partie basse. Ce bâtiment était la chose la plus importante dans la base souterraine. 4 grandes avenues plantées d'arbres, de pelouses et de fleurs convergeaient vers elle, se terminant en face de chacun de ses appuis. J'ai observé de nombreux déplacements de vaisseaux. Il y avait beaucoup de gens en bas, mais malgré cette circulation dense, se dégageait une sensation de beaucoup d'harmonie et de paix. Cette base s'appelle Shambhala, les enfants. Shambhala, j'ai déjà entendu ce nom, Ami. Je pense que c'est une chanson. Peut-être, Pedro, parce que Shambhala est présent dans de nombreuses traditions anciennes, comme Agadir ou Agarthi. Dorado, Shangri-La sont autres, comme d'autres moins connus. Ce sont des bases secrètes? Comment se fait-il que dans les traditions, leur existence soit mentionnée? De nombreuses traditions contiennent des vérités capables d'éclairer les hommes sur le chemin de la connaissance, Pedro. Parfois, nous avons laissé quelques indices, intentionnellement. Certains, comme si c'était un conte, d'autres comme si c'était la réalité, un peu comme les livres que vous écrivez. Je n'aurais pas pu mieux l'expliquer. Nous allons atterrir près de ce laboratoire en forme de sphère. Laboratoire? Je pensais que c'était un stade. Non, Pedro, mais on pourrait dire que c'est un temple, parce que les travaux qui y sont effectués ont un lien avec ce qui se passe habituellement à l'intérieur des temples, c'est-à-dire un générateur de niveau plus élevé d'énergie spirituelle. Je ne pensais pas que c'était tout à fait le but des temples. Néanmoins, c'est le but supérieur d'un point de vue, non? Terre à terre, sans tenir compte de son système religieux particulier. C'est comme l'électricité, qu'elle provienne de centrales thermiques, nucléaires, éoliennes, solaires ou de barrages. Si vous avez besoin d'allumer la lumière, vous ne vous souciez pas de son origine. Bien sûr. Bon, je veux que vous rencontriez un ami. Préparez-vous à descendre. J'ai clairement senti que cette ville avait une atmosphère mystique. Tout à fait, Pedro. Tu as remarqué que l'énergie ici est différente,
plus élevée et plus fine. Cela arrive parce que nous sommes dans un centre spirituel important de la planète Terre et parce que tu accordes plus d'attention à tes sens intérieurs. Comment ça? Cette ville n'est-elle pas comme Chaya Salim? Non, Vinka. Dans les mondes non évolués ou incivilisés, il existe des bases dédiées à certaines tâches et d'autres dédiées à autre chose. À Chaya Salim est supervisée l'évolution sociale et politique de Kia. Dans d'autres bases est assistée l'évolution scientifique ou technologique, tandis que Shambhala est l'un des centres en charge de la supervision spirituelle de l'humanité sur la planète Terre. Le temple était posé au centre d'une énorme dalle ou terrasse d'un matériau semblable au diamant ou au verre. Notre vaisseau se trouvait au sommet de cet immense bijou, dans un endroit destiné au stationnement des véhicules aériens. C'est la plus grande plateforme de cristal de quartz sur cette planète. C'est un quartz extrêmement fin. Ce cristal a la vertu de concentrer et d'amplifier les vibrations mentales et de nombreux travaux sont réalisés ici pour générer les hautes vibrations mentales ou spirituelles. Ces énergies sont donc projetées de ce lieu vers la planète entière. Nous avons utilisé la salle de bain, puis nous sommes descendus au sol et nous nous sommes dirigés vers le temple. Les 4 bras qui le maintenaient avaient 2 flancs minces sur les côtés. C'étaient des escalators. Ils montaient du côté droit et descendaient du côté gauche. Ces escaliers menaient aux entrées situées en haut dans la partie équatoriale de la sphère. Nous avons emprunté l'un d'eux et avons commencé à monter, mais il n'y avait pas de rambarde et la largeur des marches ne dépassait pas 1 mètre. Et comme la hauteur devenait de plus en plus impressionnante, je devais faire un effort pour ne pas avoir un accès de vertige. Je me suis rapprochée le plus possible du mur. Vinka était devant moi. Elle me regarda affolée, prête à se mettre à genoux. Je l'ai prise dans mes bras, son dos contre moi. « Ne regarde pas Vinka et rien ne t'arrivera. Pense plutôt à garder ton équilibre intérieur. Allez, calme-toi, a déclaré Amy. Elle l'a fait et elle se sentit mieux. Je pensais que cet endroit était très dangereux. Si le vertige te saisit, ciao. Je pensais qu'il était idiot ou inhumain de ne pas y installer des rambardes. À l'intérieur se réalisent des travaux d'élévation de l'énergie spirituelle, les enfants. Et la qualité de ce type d'énergie dépend de l'état de notre corps et de notre esprit. Celui qui n'a pas assez de calme ou un physique déficient pour monter par ce chemin ne mérite pas d'entrer dans cet endroit, parce qu'il ne peut pas rayonner une énergie spirituelle élevée. J'ai compris, mais j'ai pensé à ma grand-mère, qui jamais de la vie ne pourrait monter par là, bien qu'elle soit une personne très bonne et très croyante, et j'ai trouvé la chose un peu discriminatoire. Bien sûr, Amy m'a écoutée. Elle est très bonne et très croyante, Pedro, mais ceux qui travaillent ici ont une grande responsabilité sur le peuple de ce monde. Ils doivent être en parfaite condition mentale et physique pour bien faire leur travail, et cet escalier leur permet d'être mesurés à eux-mêmes avant d'entrer dans l'endroit. Si pendant le trajet ils se sentent mal, quand ils arrivent au sommet, ils s'en retournent et attendent un autre jour, jusqu'à ce qu'ils se sentent bien à 100%. Un bon état physique et mental garantit un bon état spirituel, car notre corps est une image tridimensionnelle de l'état de notre âme. Cette fois, j'ai compris. Ce n'était pas de la discrimination, mais une évaluation d'aptitude spirituelle. Nous atteignions le sommet, aux portes du temple laboratoire. Allez en silence et avec une attitude de respect, les enfants. C'est ce que nous avons fait. Depuis l'entrée vers l'intérieur partaient des couloirs circulaires, des terrasses avec des plantes, des fleurs et des arbustes, et en particulier des endroits avec des sièges, peut-être destinés à contempler ce qui se passait en bas, dans la partie centrale inférieure où la dalle de cristal, de quartz, se dévoilait. Au-dessus, il y avait un bel autel magnifiquement lumineux. Le plus remarquable étaient 7 pierres précieuses scintillantes d'environ 2 mètres de haut, chacune en forme d'obélisque et de couleurs différentes. Un groupe d'hommes portant des capuches et vêtus de blanc entourait l'une des pierres, la violette. Les énormes gemmes ont été installées sur des bases triangulaires de cristal si étincelantes que je pensais que c'était du diamant. C'est un diamant pur, Pedro, afin qu'il transmette mieux les vibrations spirituelles de ces personnes encapuchonnées. De la gemme vers la grande base de cristal de quartz, et de là les vibrations partent jusqu'aux âmes de ce monde. Il y avait beaucoup de gens. La plupart appartenaient à une espèce à la peau cuivrée. Ils étaient d'une taille beaucoup plus haute que la nôtre, mais pas aussi grande que les habitants d'Ophir qui mesuraient près de 3 mètres de haut. Ces êtres mesuraient environ 2 mètres. Ils avaient des crânes plus grands que les nôtres et des corps minces et athlétiques.
Ils portaient des vêtements amples et pas de col. Les hommes étaient glabres, et les femmes n'étaient pas aussi curvilignes que certaines terriennes. Leur visage était très mince et beau. Leur faciès semblait étirée par l'arrière, comme s'ils avaient fait une chirurgie esthétique. Aucune ride. Ils avaient de très grands yeux sereins, de la même couleur que l'on peut trouver dans le peuple de la terre, à savoir noir, brun, gris, vert et bleu. Et toute la gamme de nuances. Ils avaient la peau comme une personne qui a beaucoup bronzé, et les cheveux entre or et châtain un peu bouclés que les femmes et les hommes portaient très courts. Je n'aperçus aucun terrien. Ami sourit et me dit tout doucement: « Il y a beaucoup de terriens ici. » Je n'en ai pas vu, à moins qu'il y en ait parmi les hommes en capuche là-bas, qui avaient levé les bras et chanté, prié ou je ne sais quoi, mais ils émettaient des longues notes prolongées avec leur voix. L'atmosphère et le son étaient très beaux, tellement que Vinka a commencé à être touchée. Elle m'a regardée avec des yeux brillants et humides. Je commençais, moi, à voir la chair de poule avec les vibrations étranges de l'endroit. « Ne vous laissez pas autant émouvoir, les enfants. Nous devons nous rendre en bas. » Nous avons continué à descendre jusqu'à ce que nous nous trouvions debout sur la dalle de quartz, très près du cercle de personnes autour de la pierre violette. Ami nous a conduits vers une porte latérale. Nous sommes entrés et avons vu un escalier qui menait encore plus bas dans un souterrain. Nous sommes descendus et sommes arrivés dans un couloir éclairé. Nous l'avons traversé et ensuite nous sommes entrés dans un salon sur la gauche. Il y avait un très grand homme qui nous attendait, debout près d'une table de conférence. Il n'était pas terrien, mais de cette race qui prédominait dans le site. Il nous regardait avec bienveillance, avec affection plutôt, et nous a salués en étendant sa paume droite vers nous, puis en la posant sur le cœur, comme l'avaient fait les Fautéries de Chaya Salim. Bienvenue à Shambhala, les enfants. Je m'appelle Shiruk. Et c'est moi qui coordonne les activités qui sont menées dans ce laboratoire. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous l'avons fait, lui aussi. Il me rappela un peu le commandant que nous avions rencontré lors d'une entrevue précédente, c'est-à-dire l'être qui dirige tout le plan d'aide sur ma planète. Mais non, celui-ci était beaucoup moins impressionnant. Il avait l'air plus humain, plus proche de nous. Mais il appartient à la même race planétaire que le commandant, a précisé Ami. C'est vrai, c'est pourquoi il me l'a tellement rappelé. Shiruk a parlé avec émotion et respect au sujet du commandant. Mais lui, béni soit-il, il est l'une des âmes les plus emplies de lumière de mon espèce. Bien. Avez-vous des questions, les enfants ? Dit-il souriant gentiment sur un ton qui m'invitait à converser. Aucune question ne m'est venue à l'esprit, mais Vinka, oui. De quelle planète venez-vous ? Ami et Shiruk ont ri. J'ai demandé pourquoi ils riaient. Parce que Vinka a posé la question parfaite. Elle évite à Shiruk de nombreux détours, directement au but, et la réponse va vous surprendre. Vinka ne le croyait pas. Ne pensez pas que nous allons être très surpris, car nous sommes déjà habitués à connaître des extraterrestres nés dans de nombreux endroits éloignés. Je ne suis pas un extraterrestre. Je suis terrestre, dit Shiruk, très sérieux. Quoi ? Le garçon en blanc s'est moqué de nous et a dit « Le premier voyage était votre premier grade, le A, sur le thème La vie universelle, et aussi pour vos lecteurs. Le deuxième voyage fut le B, et celui-ci, le C. Chaque fois approfondissant un peu plus les sujets. Préparez-vous, car ce qui vient est de la pure dynamite. » Ce monde est mon monde, continua l'homme de Shambhala. Je suis né ici, mes ancêtres sont nés ici, et tous ces frères qui me ressemblent, et que vous avez pu voir, nous sommes tous des terriens. Ces êtres si avancés, terriens, vivant dans notre monde depuis des générations, Ami avait raison, ça nous a surpris. Mais ici, il y a aussi quelques-uns de nos frères qui sont de passage et qui viennent du monde lointain que nous avons laissé il y a tant de millénaires. Shiruk a continué à parler sans s'arrêter, mais je vais résumer ce qu'il a dit. Je peux vous garantir que si le fait de savoir qu'il était un terrien nous a surpris, ce n'était rien comparé à l'effet produit sur nous des choses dites ensuite, une infinie surprise. Il a commencé par donner un exemple. Dans les mondes comme les vôtres, les enfants, il y a des hommes qui vont dans des endroits désertiques ou inhospitaliers et solitaires et qui s'y installent avec leur famille.
Ils créent des méthodes d'irrigation, ils plantent, ils élèvent des animaux, ils ont plus d'enfants, et avec le travail et le temps, ils parviennent à établir un endroit où ils peuvent vivre. Plus tard, d'autres arrivent et s'installent à proximité avec leur famille. L'endroit grandit, et à la fin surgit un hameau, un village ou une ville. Et où auparavant il n'y avait rien, ils ont créé un endroit plein de vie. Ce sont les pionniers ou les colonisateurs. Lorsque les nations sont en formation et possèdent de vastes territoires inhabités, les gouvernements tendent à favoriser et à promouvoir la colonisation, parfois en finançant ou en soutenant des pionniers, car à mesure qu'un pays grandit, il devient plus fort. C'est une tendance inhérente à la vie, se répandre, se développer, couvrir plus d'espace, s'améliorer de plus en plus pour survivre dans des conditions toujours meilleures, pour ensuite donner la possibilité aux autres, vos descendants et d'autres, de vivre de mieux en mieux. La confrérie des mondes évolués, conformément à la volonté des niveaux hiérarchiques supérieurs, et tout dans un plan d'aide, a semé la vie dans les étoiles pendant des millions d'années. J'ai pensé qu'Ami ne nous avait jamais dit que la confraternité était en charge de générer la vie dans toute la galaxie. Je croyais qu'elle se produisait seule. Mais il a capté ma pensée et a dit « Est-ce que tu as oublié Calibur ?» Ah, c'est vrai. Lors de notre voyage précédent, il nous a emmenés à Calibur, une planète de Sirius, et nous a dit que c'était une station pour la création d'espèces végétales. Seuls des ingénieurs génétiques vivaient là. Mais je l'avais oublié, et ce parce que c'était justement là que Vinka et moi avons compris que nous étions des âmes sœurs. Alors, mes souvenirs de Calibur ne sont associés qu'à notre amour. Shiruk a continué. La communauté se compose de civilisations de nombreuses espèces et d'êtres intelligents. Certains sont avec nous depuis les temps anciens. D'autres nous ont rejoints plus récemment, quand ils ont suffisamment évolué pour répondre aux exigences demandées à toutes les civilisations pour être considérés comme évolués. Et par conséquent, être en mesure d'être acceptés en tant que membres. Ces conditions, Ami me les avait déjà mentionnées lors de notre premier voyage. Il a dit que pour mériter de rejoindre la confraternité, les mondes doivent avoir cessé d'être divisés par pays et frontières et doivent avoir atteint le stade où toutes les nations et les groupes ethniques parviennent à former une unité, à savoir un seul peuple, dirigé par un gouvernement mondial. Mais comme une dictature planétaire pourrait également être considérée comme un gouvernement mondial, et que ce n'est pas ce que veut la confraternité, Ami a dit que le monde doit être conforme à la loi fondamentale de l'univers, à savoir l'amour. L'amour universel. Et si cela est accompli, alors il n'y a plus d'injustice ni de souffrance, et c'est seulement dès lors que la civilisation est acceptée en tant que membre de la confrérie. Toute civilisation acceptée après une période d'évolution et de progrès, soutenue par la confraternité, atteint le stade où elle a le devoir de commencer à travailler sur l'amélioration de la vie dans un monde dépourvu de vie intelligente. L'affaire devenait de plus en plus intéressante. Les autorités galactiques affectent aux nouveaux semeurs une jeune planète. Un monde de dimension et de gravité adaptés à leur propre nature. Parce que là, ils doivent construire des bases de travail et y habiter pendant des millénaires et des millénaires. Pour vous, le temps a une durée différente que la nôtre. Mon espèce est arrivée dans ce monde il y a des millions d'années. Nous nous sommes d'abord installés sur des bases orbitales et avons construit des citadelles souterraines. Ensuite, nous nous sommes transférés ici et à partir de là, nous avons travaillé à perfectionner les écosystèmes avec un objectif très précis. Pour ce faire, nous avons modifié certaines espèces existantes ou en avons créé d'autres dans nos laboratoires de génétique ou en avons apporté d'autres mondes en les adaptant aux conditions terrestres. Nous travaillons également sur les climats et les propriétés des mers. Notre race vient du cosmos. Mais moi et la plupart de ceux qui sont ici appartiennent à une lignée qui peuple la Terre depuis de nombreuses générations. Nous aimons cette planète comme un ouvrier agricole aime la ferme qu'il a créée et dans laquelle il vit. De plus, ce beau monde est la demeure de nos ancêtres et de leurs descendants, c'est-à-dire nous. C'est pour cette raison que nous nous considérons comme des terriens, et nous le sommes de cœur. Nous étions ici bien avant vous. Alors j'ai compris que c'était pour ça qu'ils se sentaient autorisés à nous espionner. Apparemment, les envahisseurs, c'est nous et pas eux. Je vais faire une parenthèse ici pour raconter quelque chose qui s'est passé beaucoup plus tard,
dans ma maison au bord de la mer. Quand Amy m'a donné le petit détail que j'ai mentionné et que je vous raconterai très vite, j'ai pu en apprendre davantage sur la théorie de Darwin, celle sur l'évolution des espèces. Et puis je me suis souvenu des mots de Shiruk, et je voulais que mon ami clarifie un peu plus les choses. Amy, quand nous étions à Shambhala, Shiruk a dit qu'ils étaient intervenus dans l'évolution de la vie sur cette planète. Mais, et la théorie de Darwin ? J'ai demandé peu de temps avant son départ. L'évolution naturelle est réelle, a-t-il répondu, mais elle peut être guidée par un but précis, de sorte qu'elle produise les résultats attendus. Vous faites quelque chose de similaire maintenant dans vos centres de recherche génétique. Si tu veux produire une pomme ou un lapin avec certaines caractéristiques, tu peux pas t'attendre à ce que la nature et l'évolution le produisent, car ils ne le feront peut-être jamais. Shiruk a continué. Donc nous avons assisté à l'évolution des chimpanzés, des singes, parce qu'ils allaient être les prédécesseurs de la raison de toute cette création, l'être humain. L'homme actuel est le représentant du croisement dans nos laboratoires génétiques d'un primate terrestre et de nos gènes, de gènes qui proviennent des étoiles. Un frisson m'a traversé quand j'ai entendu ça. Ils nous avaient créés, et avec leurs propres gènes. Et pour faciliter et assurer la survie de l'homme, nous avons aidé l'apparition ou l'amélioration d'animaux qui seraient plus tard aussi utiles que le cheval, le chameau, l'éléphant, le poulet, le chien. Pour l'homme, nous avons créé des aliments comme le blé, le maïs, divers fruits, les pommes de terre et le riz. Vinka et moi étions absorbés en écoutant les explications de Shiruk. Amy nous a dit que plus ou moins la même chose était arrivée sur Kia, mais une autre espèce stellaire, celle qui prédomine dans Shaya Salim, à laquelle appartenaient nos amis déguisés en Terris. L'homme de Shambhala a continué. C'est pourquoi l'homme d'aujourd'hui est un enfant du ciel et de la terre. Et c'est pourquoi il est parfois sous-humain et parfois surhumain. Il a une nature animale et une autre nature stellaire. Cela éclaircit beaucoup de mes doutes. Ensuite, Shiruk voulut faire un résumé. Le but de la création de l'être humain terrestre était d'aider à l'émergence d'une nouvelle espèce, puis d'évoluer au niveau qui lui permettra de rejoindre la confraternité, être en mesure de coopérer avec elle. Et il ne s'agit pas de collaborer à des guerres galactiques, comme vous pouvez le penser, mais à leurs innombrables tâches civilisatrices et de perfectionnement de la vie galactique. Une fois intégré, il pourra recevoir de la confraternité l'aide scientifique, technologique et spirituelle qui lui permettra de laisser à jamais derrière lui la douleur, l'injustice, l'insécurité et la mort. Là, c'était comme si un bandeau était tombé de mes yeux. Je comprenais tout. Le sens des visites d'amis, celui de mes livres, le plan d'aide, le sens supérieur des religions, etc. Après le départ d'Amy, et grâce à son aide, j'ai pu me renseigner sur les anciens cas. J'ai pu comprendre que tout ce que racontait l'homme de Shambhala était parfaitement comparable à ce que faisait ce peuple. Ils avaient une civilisation beaucoup plus avancée que celle des autres Indiens qui habitaient l'Amérique du Sud, mais ils avaient aussi une autre façon de voir la vie, d'un point de vue supérieur, sage et profond, plus intégré à la nature et aux lois universelles. Par conséquent, ils n'ont pas agi comme d'autres conquérants l'ont fait. Au lieu de ravager, de dominer par la force et d'asservir en esclaves les peuples les moins avancés qui se trouvaient sur leur voie, les Incas leur offraient protection et instruction civilisatrice. En retour, ils demandaient leur intégration pacifique et volontaire dans l'Empire pour ensuite coopérer avec lui. Ainsi, ce peuple pouvait grandir pour couvrir une grande partie de l'Amérique du Sud et il n'y avait pas d'injustice. Ce n'était pas une dictature ou une tyrannie. Chaque citoyen était protégé par l'Empire d'une manière si large que beaucoup d'historiens pensent que la sécurité sociale en Europe transposée à cette époque ferait figure de nourrisson, comparé au système dominant parmi les Incas. Mais ils ne pouvaient pas intégrer tous les peuples, comme par exemple ceux qui vivaient dans la jungle amazonienne, parce qu'ils étaient encore à un niveau très primitif. Et nous sommes actuellement comme les Indiens d'Amazonie. Nous sommes trop égoïstes pour intégrer un système aussi évolué où tout est partagé fraternellement.
Mais si nous ne nous détruisons pas avant, nous atteindrons inévitablement ce niveau pour faire partie de la confraternité des mondes évolués, car c'est à cette fin que nous avons été créés. Shiruk a également dit que chacun de nous a son quota de responsabilité dans l'évolution de l'ensemble de notre planète. Il est donc essentiel que tout le monde s'efforce de transcender leur partie intérieure. Il a insisté sur le fait que c'est un travail individuel, car ce n'est que grâce aux efforts de croissance interne des individus que l'espèce humaine tout entière croît dans l'évolution. Il a également dit que nous sommes à un moment crucial de notre développement, à tel point que, si la prédominance de notre nature animale sur notre nature stellaire continue, ce qui est arrivé depuis le début de l'homme jusqu'à nos jours, il adviendra l'effondrement inévitable et imminent de notre civilisation. Parce que simplement, maintenant, tous les peuples sont interdépendants. Et parce que simplement, maintenant, nous avons un niveau technologique capable de produire des désastres majeurs dans la vie planétaire. Il a dit que si nous appliquons la technologie que nous avons déjà dans la protection et l'amélioration de notre vie planétaire et de notre civilisation, comme devrait le faire une espèce qui se considère comme intelligente, alors nous pourrions, en peu de temps, construire un monde nouveau et heureux pour tous. Puis il a ajouté plus ou moins la même chose qu'Amy disait lors de son premier voyage, c'est-à-dire, dans le cas de ce désastre, des milliers de millions de personnes perdraient la vie. Il serait chargé de sauver et de préserver les individus qui ont un niveau évolutif adéquat pour devenir les initiateurs d'une nouvelle humanité. Il a dit qu'il est souhaitable que ces cataclysmes ne se produisent pas, et c'est pourquoi il est nécessaire que tous ceux qui sont déjà conscients de ces choses travaillent intensément dans la diffusion de la lumière, à la fois en eux-mêmes et dans leur environnement. Il a mis un accent particulier sur le fait de ne pas venir des prophètes de l'Apocalypse ou des messagers de la mort, comme beaucoup de ceux qui croient qu'ils servent l'évolution humaine, alors qu'en fait ils répandent la peur, la terreur et le désespoir, propageant des messages, entre guillemets, qui remplissent les cœurs d'anxiété, ce qui contribue à diminuer la qualité de l'atmosphère mentale de l'humanité, si bien que les espérances pour le statut global diminuent encore. À un moment, Shiruk a dit « Le temps est compté ». Et j'ai ressenti de la peur. Alors j'ai pensé qu'il était contradictoire, parce qu'avec ces mots, il semblait lui-même un messager de la mort. Mais il a clarifié qu'il voulait dire qu'il n'y avait plus de temps à perdre, que seulement jusqu'à présent on nous avait permis de continuer sans faire de sérieux efforts pour changer intérieurement, extérieurement, et que dorénavant chacun devait devenir un messager de l'amour, et cela doit nécessairement se refléter dans sa propre vie. À ce moment-là, je me sentis mal, parce que malgré le fait d'avoir connu beaucoup de choses élevées, j'étais un garçon normal comme les autres, et même si je ne suis pas une canaille, je ne me suis pas comportée comme doit le faire un messager de l'amour. Je ne pouvais pas le faire pour 3 raisons. D'abord parce que je n'en ai pas la capacité, mes mesures n'ont pas le niveau suffisant. Deuxièmement, même si elles l'atteignaient, je n'aurais pas pu agir d'une manière très différente des autres enfants de mon école et de mon quartier. Sinon, ils m'auraient pris pour cible de leurs moqueries, farces et autres blagues pesantes. Non merci. Alors j'ai agi plus ou moins comme tout le monde, et c'était loin du comportement d'un messager de l'amour. Troisièmement, ma grand-mère a déjà mentionné le fait que d'avoir connu des êtres si élevés, d'une part, ça m'a perturbée, parce qu'ensuite je détectais immédiatement certains défauts de mes pères, mieux qu'eux-mêmes, car je ne pouvais pas éviter de les comparer avec Amy et le peuple d'Ophir. Cela m'a fait fermer le cœur vis-à-vis d'eux, parfois. Et donc, au lieu de devenir un être plus aimant, c'était l'inverse. En plus, Amy m'a fait voir que je n'avais pas la même capacité à détecter mes propres défauts. Encore pire alors. Les mots que Shiruk a prononcés après m'ont réconforté. Vos erreurs passées et actuelles doivent être dépassées, peu à peu, jour après jour. Et cela ne peut s'accomplir qu'en commençant par le début, c'est-à-dire en définissant clairement le but principal de votre vie, qui doit être de servir l'expansion de l'amour, d'abord en vous-même, et ensuite adapter votre comportement et vos actions à ce but essentiel. Ne jamais l'oublier, comme si c'était une idée fixe ou une sensation vivante dans le cœur, jusqu'à ce que vous deveniez des êtres meilleurs, plus responsables et conscients, plus aimants et bénéfiques à temps plein. Mais je le répète, c'est un travail graduel, petit à petit, commençant par un défaut,
et continuant par un autre. Puis il nous a dit qu'il y a toujours la possibilité d'un changement planétaire global, sans mort ou souffrance terrible, mais pourvu qu'il soit clairement compris que le temps est compté. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus perdre notre temps. Puis il a exprimé le bonheur, la bonne humeur saine, l'optimisme, l'espoir, le courage, l'innocence de l'âme, la foi, le pardon, la responsabilité, l'aide aux autres et le véritable amour, car ce sont les énergies dont l'humanité a besoin. Besoin de chacune d'entre elles pour passer à un autre niveau d'existence. Il a ajouté que nous devons nous éloigner de tout ce qui sème la peur, le désespoir et la dégradation, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de nous. Il a dit que nous devons être un peu plus sévères avec nos tendances les plus basses et plus exigeants pour choisir nos amis ou guides. Enfin, il a mentionné les défauts que nous devons éviter à tout prix en nous-mêmes, car ils sont très importants. Ils nous empêcheront de faire partie du nouveau monde. Ils sont jalousie, égoïsme, violence, matérialisme, désir du mal pour les autres, irresponsabilité intellectuelle, émotionnelle, matérielle et sexuelle, ingratitude, mauvaise humeur et tous les commandements indiqués par nos religions. J'ai été frappée par le fait que la jalousie et l'égoïsme se situent en premier lieu parce que nous cohabitons avec ces sentiments tous les jours. Mais maintenant, il s'agit d'asseoir les bases d'un monde nouveau. Et ces mauvaises graines n'ont pas leur place dans ce monde, parce qu'elles ont tendance à provoquer la division dans la famille humaine. Et ce qui est recherché est tout le contraire, dit Ami. Shiruk, pour nous, a pu ouvrir en grand beaucoup de fenêtres de compréhension. Plus tard, nous avons pu lui parler de façon plus détendue et j'ai pu l'assaillir de questions. « Alors, vous êtes nos créateurs ?» ?»« Exactement. Mais nous vous voyons plus comme nos enfants. Bien que nous ayons seulement la moitié de vos gènes, chaque fils n'a que la moitié des gènes de sa mère ou de son père, donc nous vous considérons pleinement comme nos enfants. Ah, c'est vrai, bien sûr. Et toutes les races de ce monde descendent de vous? Bien sûr. Et pourquoi y a-t-il tant de différences entre eux? Cela concerne des différences superficielles. Les enfants, la couleur de la peau ou des éléments d'un même registre. Cela a été produit parce qu'au début, les groupes d'humains vivaient très éloignés les uns des autres et n'étaient pas en contact les uns avec les autres. Et l'épreuve du temps, les conditions environnementales et les lois de la génétique ont donné à chaque peuple des traits externes et psychologiques dominants. Mais au fond, tous les peuples de la Terre ont la même origine et constituent la même famille humaine. Et pourquoi êtes-vous plus grand que nous et plus petit que le peuple d'Ophir qui est pourtant descendant aussi de vous? Ces différences sont également sans importance. Il n'y a pas de relation entre la taille et le niveau d'évolution, sinon les dinosaures auraient été très intelligents, mais ce n'est pas le cas. Ces différences de taille ont également à voir avec les conditions de l'environnement. L'énergie d'Ophir favorise plus la croissance de l'espèce humaine que celle de cette jeune planète. Et les conditions que vous vivez favorisent moins la croissance que la nôtre, puisque ces bases constituent des écosystèmes différents des vôtres. De plus, personne ici ne rivalise avec qui que ce soit, a-t-il dit en souriant. Au contraire, ici il s'agit de coopérer, pas de rivaliser, et cela rend notre vie plus supportable que la vôtre. Personne ici ne meurt d'infarctus, personne n'est soumis à de terribles pressions pour survivre. Il y a autre chose que je comprends pas, a déclaré Vinka. Je t'écoute. Pourquoi, au lieu de créer une nouvelle espèce humaine, ne vous êtes pas simplement consacré à vous reproduire ici sur Terre ou à Kia? N'était-ce pas plus facile? Shiruk sourit et dit: un jardin aurait l'air très monotone s'il ne contenait que des fleurs et des plantes d'une seule espèce. Ah oui, bien sûr. L'amour est créatif, il est fécond, il génère, il perfectionne, il embellit, et il est partagé avec ceux qui peuvent en faire plus. Et plus, c'est bien d'avoir des enfants, pas vrai? A ajouté Ami. Ah, bien sûr. Nous sommes très fiers de nos enfants, a déclaré Shiruk avec un sourire affectueux. Quoi? Fiers de nous? Mais nous sommes des sauvages? Ce n'est pas le cas, mon enfant. N'oublie pas toutes les avancées depuis l'homme des cavernes. Souviens-toi de l'art, des connaissances scientifiques et technologiques.
Il est vrai qu'ils ne portent toujours pas une grande attention à l'interne et au spirituel, mais l'autre côté est remarquable. Ils ont déjà des satellites explorant le système solaire, ils se lancent dans le génie génétique. Rappelle-toi combien d'êtres spirituels ont produit cette race, tant de scientifiques dévoués, combien d'artistes ont créé tant de beauté, tant de combattants pour le bien, la liberté ou pour la paix. N'oublie pas tout ce qui a amélioré votre vie. Ce n'est pas encore parfait, il manque des détails, et certains sont très importants. Mais vous êtes prêts à entrer dans la confrérie? Nous? Potentiellement, je veux dire. Bien qu'ils ne puissent toujours pas le faire parce qu'ils ne prêtent pas attention aux valeurs qui leur permettraient de s'organiser comme ils le devraient. Simplement à cause de ça. Ce qui leur manque, ils pourraient l'apprendre et le mettre en pratique très rapidement. Votre race est capable de grandes réalisations collectives vers le bien-être général. Il y a beaucoup de potentiel, de bonne volonté non exploitée. Il y a beaucoup d'héroïsme anonyme chez tant de personnes, tant de tâches altruistes, tant d'aide aux autres. Et beaucoup qui voudraient aider mais ne savent pas comment le faire. Et qu'est-ce qui nous manque alors? La seule chose qui bloque votre passage global vers un niveau d'existence plus élevé est qu'il n'y a toujours pas de changement de point de vue au niveau général. L'approche matérialiste ou externe qui guide votre civilisation doit être remplacée par une perspective qui pointe davantage vers la perfection humaine intérieure. Cela m'a paru très évident à ce moment-là. Vous avez raison, monsieur Chiruk, et pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Parce que la barre du monde est tenue par de petits groupes qui n'œuvrent pas pour le bien-être collectif, uniquement pour le leur. Et comme ils ont beaucoup de pouvoir, ils traînent toute l'humanité dans des situations qu'ils croient leur convenir. Le boomerang va les rattraper, Vinka a dit très en colère. Mais les besoins planétaires et l'augmentation générale de la prise de conscience va bientôt changer ce fait. Et c'est là que votre aide est nécessaire, de sorte que le passage d'une situation à l'autre se fasse aussi harmonieusement que possible, sans grande catastrophe provoquée par la résistance au changement. Et cela ne peut être atteint que par une élévation plus élevée encore du niveau général de la conscience. Et cela, à son tour, est le produit de l'amour, de l'intelligence guidée par l'amour. C'est pourquoi rien n'est plus important que d'aider à la croissance de l'amour sur Terre. Nous avons dit au revoir à Chiruk avec beaucoup d'émotion, d'affection et de gratitude. Et je profite de l'occasion pour lui envoyer une salutation reconnaissante d'ici à Shambhala. Puis nous sommes retournés au vaisseau et sommes partis en direction de ma maison sur la plage. Vinka et moi étions très impressionnés et émus par tout ce que nous avions appris, et surtout parce que maintenant, nous savions que nos mondes ne sont pas si mauvais après tout, et aussi parce que le grand changement n'est pas trop loin. Mais si vous voulez que ce soit quelque chose de beau et pas terrifiant, perfectionnez-vous et travaillez.